Donc c'est à mon tour de remercier l'AMGPA pour son invitation et surtout pour l'intérêt qu'il donne à un événement historique dans notre région. C'est le séisme du 8 septembre 2023. Donc lorsque on m'a chargé de présenter cette intervention, donc je me suis dit que bon, présenter un bilan c'est bien, mais il vaut mieux présenter ce qu'on doit faire, parce que pour nous, sûrement, c'est une expérience. C'est une expérience qui est inoubliable, que ce soit pour le corps médical, qui va ne constituer qu'une petite partie dans l'énorme machine de la prise en charge des catastrophes. Donc, on va présenter, on va voir ensemble une démarche théorique idéale pour la prise en charge de ce genre de catastrophes, notamment les séismes. Donc les séismes, bon, c'est quelque chose d'habituel pour notre planète, ça remonte à des millions d'années, donc on ne le sent pas, mais a priori on a pratiquement 1 million de coups de séisme par an. D'accord. Donc toutes les 30 secondes, on ne les sent pas, heureusement, parce que quelques centaines uniquement modifient notre paysage, et malheureusement 20 causent des dégâts très importants. Donc on sera affronté à des situations de catastrophe, notamment à peu près dans 20 fois par an. Donc une catastrophe, j'aime bien commencer par des définitions, comme ça on va parler la même chose, des catastrophes. Les catastrophes sont définies par des perturbations graves qui affectent le fonctionnement d'une communauté. Par exemple, la nôtre, au Maroc, tout le Maroc a été perturbé, qui dépasse sa capacité à y faire face. C'était une situation qui était très difficile à gérer, à manager. Ça a fait appel aux gros moyens, les plus grands moyens jamais vus dans la gestion d'une catastrophe au niveau du royaume. Comme on le sait, dans notre exemple, le séisme, c'est une catastrophe naturelle, mais on peut avoir d'autres catastrophes. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par un idéal dans la prise en charge médicale des catastrophes. Peut-être qu'on aura des catastrophes, sûrement, mais on doit être prêt. Ils peuvent être en outre technologiques ou artificiels. Donc il y a une discipline qui est un peu bizarre, qu'on a vu sa naissance dans les années 1980, c'est tout récent, qui s'appelle les disaster studies. C'est une discipline qui regroupe plusieurs sciences qui étudient les désastres. Ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est quelque chose de très important qui nous a permis d'avoir plusieurs conclusions. Et cette discipline nous invite déjà à distinguer deux grands trucs qui s'appellent le hasard. Le hasard, c'est le phénomène naturel qui peut arriver à n'importe quel moment. Le séisme, catastrophe. C'est quelque chose de très important. Mais le plus important à définir selon cette discipline, c'est le désastre. Le désastre, c'est la conséquence de ce hasard, mais aussi de ce qu'on a fait pour le manager. Donc en fait, c'est le fait de gérer cet hasard. On a vu une situation de séisme, et on devait la gérer. D'accord. En fait, pour cette discipline, le hasard, c'est un fait, mais le désastre, c'est un processus où intervient le hasard avec les mécanismes de gestion de cette catastrophe. Et on va voir que ça va faire appel à quelque chose de très important, c'est la vulnérabilité. Ça vous paraît un peu philosophique, mais ça s'approche de notre réalité. Parce que la vulnérabilité, je vais y arriver, donc c'est quelque chose de très important qui reflète la façon avec laquelle on va manager cette catastrophe. Et vous serez d'accord avec moi que la différence est typique dans le management d'une catastrophe comme le séisme en Turquie. Ça n'a rien à voir avec le management du séisme en Afghanistan, en Pakistan. Ça n'a rien à voir. Donc les conséquences, automatiquement, ça n'a rien à voir.
C'est la même chose, mais différence de gestion parce que peut-être on n'a pas les moyens, ni les ressources, ni l'organisation, ce qui a fait que ça a multiplié de façon astronomique les dégâts. Donc c'est quelque chose de très important de distinguer le hasard et le désastre. Et c'est très très dépendant de la vulnérabilité. Et pour arriver à quelque chose d'autre, de plus pointu qui nous concerne, c'est la vulnérabilité médicale. Donc, la prise en charge d'une catastrophe, ça fait appel à l'intervention de plusieurs secteurs. L'intervention du médical, ça ne fait que à peu près 5% de l'intervention. On se sent des super-héros de dire « Ah, nous sommes des docteurs, nous sommes des médecins, nous sommes un corps médical qui va gérer la situation. » Loin de là, on ne fait qu'une petite partie de la prise en charge globale de la prise en charge du séisme. On va le voir et on va le démontrer. Donc, si notre vulnérabilité et notre niveau de prise en charge médicale est faible, c'est un grand désastre. D'accord? Donc, pour être plus pratique, donc le séisme, on le sait très bien, les dégâts, que ce soit matériels ou humains, dépendent de sa magnitude. 5,2, c'est pas 7, c'est pas 9, c'est pas 2. Donc tout le monde commence à maîtriser les degrés. D'accord? D'accord, depuis le mois 9, tout le monde suit. Même il y a des applications que tout le monde a installées pour suivre les petits séismes. La distance par rapport à l'épicentre, ça c'est tout à fait normal. Les caractéristiques des constructions, et ça on l'a vu avec les constructions dans la région de l'Haouz, ça ne fait qu'aggraver les dégâts. Et surtout l'accès à ces zones et ces villes. Il y a aussi quelque chose de très important, l'heure de survenue de l'événement. D'accord? Bon, malheureusement, on a eu un séisme à 23h 23h. D'accord, bon, ça n'a rien à voir avec une heure autre. Par exemple, les séismes dans d'autres régions, ça peut survenir lors des jours de travail, de scolarité. Et les dégâts seront beaucoup plus importants avec les écoles, les usines et tout le reste. Là, on avait un séisme à 23h, donc les dégâts, c'était plutôt domicile. D'accord? Donc l'heure de survenue intervient aussi dans les séismes. Les réactions de la population. Tout le monde a déjà vu l'expérience des Japonais. Bon, c'est des cycles de formation réguliers pour faire face au séisme. C'est une population qui a toujours des séismes, c'est une population qui est bien entraînée à y faire face. Au Maroc, on n'a jamais vu, on n'était jamais formé. Donc, imaginez les dégâts entre les deux populations. Et bien sûr, la rapidité d'intervention des moyens de secours, ça fait partie de la formation, de la préparation et des organisations. On n'en a pas. Soyons sincères. Pour arriver au décès, les dégâts. Pourquoi les victimes de séisme, par quoi les victimes de séisme meurent? Ils meurent parce qu'ils sont asphyxiés sous les décombres, dans pratiquement la moitié des cas, par le crash syndrome, je vais en parler à la fin de ma présentation, par les brûlures, parce qu'il y a des explosions, par les traumatismes crâniens dans un faible pourcentage, même pas 30%, 3%. Les traumatismes thoraco-abdominaux, à 2%, et les traumatismes divers, membres, saignements et tout. Donc, asphyxie, pour moi et pour vous, docteur, veut dire quoi? Une intervention rapide. Au-delà de quelques heures ou de quelques minutes, ça ne sert à rien. D'accord? Vous avez déjà un malade qui est asphyxié. Ça ne sert à rien de courir derrière. Donc, ça fait appel à la rapidité de notre action. Plus l'action est rapide, plus les malades vont être sauvés. D'accord? Quelqu'un qui est ensélivi dans un petit coin, d'accord, il va mal respirer, il peut résister quelques heures, mais après, il va mourir par manque d'oxygène. Malheureusement, c'est à peu près dans la moitié des cas. D'accord? Traumatisme crânien et polytraume, c'est ce qu'on a récupéré dans nos réanimations. C'était parce qu'il y avait un retard de prise en charge. Donc, ce qui veut dire que nous, pour être mieux organisés, pour mieux prendre en charge les patients victimes du séisme, peu importe une autre catastrophe, d'accord, un hasard, comme le dit la discipline
la discipline de 1980, qui a vu le jour en 1980, il va faire appel obligatoirement à une organisation. On doit être prêt avec des documents, des procédures décrivant toute la prise en charge de A à Z. Et faisant intervenir notamment tous les ministères, tous les départements y confondus, y compris le ministère de la Santé. Bon, il y a un plan qu'on appelle ORSEC, c'est le plan d'organisation des secours au plan ORSEC, qui va regrouper tout ça, tout y est écrit. Ça existe au Maroc. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis à jour, ça fait très longtemps qu'on n'a jamais pratiqué, d'accord ? Peut-être c'est pratiqué par les militaires à petite échelle, les sapeurs-pompiers rarement. Donc c'est quelque chose qu'on a mis dans des tiroirs et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça risque d'être anecdotique pour la prochaine catastrophe. Il doit être déclenché sans délai. D'accord, sans délai. À chaque fois qu'on a un incident, un accident, avec un nombre élevé de victimes, d'accord, c'est le cas de notre séisme, ça peut être le cas aussi de plusieurs hasards encore. Lorsqu'on a un hasard avec des impacts très importants ou de longue durée, lorsqu'il y a une obligation de mettre en place des moyens très importants pour y faire face, ou lorsque il y a la nécessité de la mise en place d'une organisation particulière. Donc dans tous ces cas, donc, il faut déclencher le plan d'urgence ORSEC. Ça existe. Donc, dans ce plan ORSEC, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce plan-là, mais on va le découvrir ensemble. C'est un plan où il y a l'intervention de plusieurs ministères et départements. Il y a en premier le ministère de l'Intérieur. Le rôle du ministère de l'Intérieur, il est primordial, prioritaire dans ce plan ORSEC. C'est elle la responsable de l'ordre public. D'accord ? Donc, l'ouali ou le gouverneur, c'est lui qui chapeaute tout ce système-là. Il a ses prérogatives pour gérer cette situation parce que c'est lui le représentant de l'État dans la région. Et c'est lui qui doit coordonner entre tous les départements interministériels. Il y a la Direction générale de la protection civile, les sapeurs-pompiers, et tous les départements, y compris travaux publics, transports, tout ça. Les élus, le secteur privé et le tissu associatif. Donc, toutes ces composantes vont participer dans ce plan ORSEC. Ça va concerner tout le monde. Chacun il va avoir son rôle à jouer. Donc ce plan d'urgence, donc le seul responsable, c'est l'ouali de la région. C'est lui qui déclenche et c'est lui qui donne l'arrêt. Il va donner le coup d'envoi du déclenchement de ce plan d'urgence parce que c'est le seul responsable de l'élaboration de ce plan. C'est au niveau de toute la région. D'accord ? De son déclenchement, c'est lui qui va présider chaque minute le déroulement des interventions, les feedbacks et de l'arrêt des opérations. Et bien sûr, il va chapeauter toute une équipe avec chacun ses prérogatives et qui va recueillir des informations de tous les intervenants. Donc ces informations qu'il va recevoir, le WELI, qui va gérer ce plan ORSEC, donc comme la nature et l'ampleur de l'événement majeur, d'accord ? Donnons par exemple le séisme, donc combien de victimes en danger, combien de victimes en détresse, combien de maisons ou routes détruites, les établissements qui sont en menace, qui risquent de s'écrouler à n'importe quel moment, des routes qui risquent d'être coupées à n'importe quelle seconde, les moyens de secours disponibles, les besoins de renfort des autres régions, parce que c'est un grand rayon quand même, et la durée prévisible de l'événement pour est-ce que les moyens sont suffisants ou il y a besoin de renfort des autres régions ou des autres pays même. Donc, en fait, ce plan d'urgence ORSEC va avec au centre le ministère de l'Intérieur, donc va gérer
avec minimum 6 services. Le premier, c'est le service de liaison de transmission. Attention, la communication, elle est indispensable dans la gestion de ce plan Orsec. On le vit maintenant à Gaza. Lorsqu'on n'a pas de communication, pas de gestion. D'accord, c'est très important. C'est pour ça que maintenant, dans les plans Orsec, il y a utilisation des moyens qu'on a, téléphone, Internet et tout, mais il y a toujours un système alterne. D'accord, en cas de panne des moyens habituels, ils utilisent un système adapté. D'accord, il y a toujours de la communication. C'est très, très important. Deuxième composante de ce plan d'urgence, les forces de l'ordre. D'accord. À chaque fois qu'on a des catastrophes, on a des risques de dérive. Vous vous en rappelez de l'accident du train entre Mohammedia et Rabat? D'accord. Tous les passagers ont été dévalisés, d'accord, dans les bagages, d'accord. Donc il y a les forces de l'ordre qui doivent être présentes. Il y a aussi les services de sauvetage, de déblayement et de lutte contre le feu. C'est quelque chose de très important. Service des transports et travaux. Pour arriver aux zones sinistrées, il faut des routes, il faut des passages. Si les routes ne sont pas praticables, impossible d'y arriver. C'était notre problème les 2 premiers jours du séisme. Il y avait les catastrophes, il y avait l'hélico qui regardait les douars en train avec des victimes, tout le monde en train de crier, mais là, il y avait impossibilité d'arriver à ces zones inaccessibles. Dans le cas normal, ils sont accessibles. Ajoutons à ça un séisme. D'accord, on a vu ça. D'accord. Donc là, il y avait même ils ont utilisé des moyens un peu originaux, même des mules pour arriver à des zones enclavées. D'accord. Donc c'est quelque chose de très important, la participation des services de transport, des transports et travaux. Il y a le petit service de santé et de soins médicaux dans cette énorme machine de sauvetage. D'accord, c'est pratiquement 5% en pourcentage d'intervention. Parce que vous êtes là, vous êtes docteur, vous êtes infirmier, vous attendez le patient. Mais pour qu'il ramène le patient chez vous, ou que vous arrivez le patient, vous avez besoin de tout ça. D'accord. Vous avez besoin de sapeurs-pompiers, vous avez besoin de transport, vous avez besoin avec quoi? Des moyens, des routes pour arriver. D'accord. Donc vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de communication. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire votre travail de soins. Et bien sûr, par la suite, il y a le service d'accueil d'hébergement. C'est quelque chose de très important parce que tout le monde a perdu ses logements. Il fallait héberger et accueillir, alimenter ces milliers, voire des dizaines de milliers de populations. Donc si on peut schématiser schématiser ce groupement de nos intervenants, au centre, il y a le wali, d'accord, ou le gouverneur, d'accord, et tout autour, tous les départements ministériels qui doivent coordonner, gérer autour de la même table la catastrophe. D'accord. La santé et les soins médicaux, ce n'est qu'une petite partie dans la prise en charge de cette catastrophe. Donc, pour arriver à notre rôle de santé, suite à ces catastrophes-là, de séisme, on a besoin de crise, on a besoin de docteurs, d'infirmiers, de soins. On a besoin d'équipement médical, on a besoin en personnel de santé, on a besoin de surveillance épidémiologique parce que, après une catastrophe, se déclenchait, d'accord, après le séisme, il y avait le risque d'épidémie, de maladies infectieuses contagieuses. Il y avait un manque de vaccination jusqu'à maintenant. Donc il y a un risque de régénération de maladies infectieuses qu'on a éradiquées il y a longtemps. Il y a besoin en communication et éducation, on a besoin de logistique et gestion de ressources, tellement de choses qu'on avait besoin sur place, dans les hôpitaux qu'il fallait ramener d'ailleurs ou de l'étranger. On avait besoin d'installations de soins de santé, on avait besoin de postes médicaux avancés. On va y revenir. On a besoin de soutien psychosocial. Le professeur Ramos va s'étaler là-dessus. D'accord. Et on a besoin de travailler en équipe avec tous les autres départements.
on n'est pas seul, on doit travailler en équipe. Donc, ces besoins en santé, on est d'accord, on a besoin de se serrer les coudes pour réduire la mortalité et la morbidité. Il y a des victimes, c'est notre rôle. On a aussi quelque chose, un rôle très important, c'est de lutter contre les incapacités évitables. D'accord? Il y a plusieurs choses qui sont faites peut-être en précipité, en vitesse, qui risquent de laisser des dégâts. Il fallait faire bien et vite. D'accord? C'est ça l'équation très importante qui était devant nous. Donc on devait satisfaire les besoins sanitaires en situation de crise, des traumatisés, surtout. On avait besoin de donner aux autorités locales les moyens de reconstruire des systèmes de santé, parce que tous les systèmes s'étaient effondrés. Il n'y avait plus ni centres de santé fonctionnels, ni hôpitaux fonctionnels. On avait besoin de répondre de façon dynamique aux moyens de procédures financières. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc vraiment, beaucoup d'argent a été dépensé dans cette situation, notamment sur le secteur de santé. Donc, juste pour schématiser le schéma qui doit être utilisé pour la prise en charge de ce genre de catastrophe, notamment ce qu'on a vécu, le séisme, il y a là la zone de séisme, d'accord? Donc, il y a l'installation d'un poste médico-chirurgical avancé, ce qu'on appelle le PMCA, d'accord? Poste médico-chirurgical avancé, on va le détailler tout de suite. Il va y avoir ce qu'on appelle une petite noria, c'est-à-dire un circuit de ramassage. On va demander aux agents responsables, notamment dans notre cas c'est les sapeurs-pompiers, de nous ramener les victimes, d'accord, ce qu'on appelle la petite noria. La grande noria, c'est-à-dire à travers une grande régulation, on va transférer les malades qu'on a reçus dans ces postes médicaux avancés vers les hôpitaux. D'accord, donc il y a une petite noria avec une grande noria. D'accord. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Donc je vais me situer en tant que médecin dans cette zone-là. On va s'installer dans cette poste médico-chirurgical avancé. C'est quoi cette PMCA? C'est une structure de soins avancés, transportable, qu'on va installer dans une zone qui est sécurisée pour fournir des soins médicaux avancés adaptés aux personnes touchées. On ne va pas les attendre dans les hôpitaux. On doit partir chez eux et on va installer un petit hôpital à côté où il y a le désastre. Ces PMCA sont conçus, sont déjà prêts. Les militaires sont champions dans ces exercices-là parce qu'ils ont les moyens. C'est ce qu'on appelle Mustashfa al-Meidani. D'accord? Ils sont champions dans ces exercices-là parce qu'ils en font souvent. D'accord? C'est parmi leurs missions qu'ils exercent fréquemment. Donc ces PMCA sont conçus pour être polyvalents, que ce soit en situation de guerre, en situation civile ou en situation de désastre. Ils sont là pour gérer ce genre de situation. Ils sont flexibles, ils changent d'équipe, de pharmacie, d'intervention en fonction des besoins. Lorsqu'ils sont, je ne sais pas, dans les zones où il y a hyper froid, ils ont un équipement avec des médecins particuliers. Lorsqu'ils sont dans un désastre de séisme, il y a plutôt d'autres disciplines qui vont s'adjoindre à ces équipes-là. D'accord, ils sont capables de s'adapter rapidement aux besoins changeants de la population sur le terrain. Juste changeons, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous avez par exemple un séisme, les premiers jours, il y avait beaucoup de traumatos. Mais après, il y avait de la consultation. Après les consultations, il y avait de la chirurgie non urgente. Donc, ils sont là pour répondre aux besoins parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux où les patients peuvent y recourir. Comment ça va se structurer ce poste de PMCA, de poste médico-chirurgical avancé? Donc, il y a une zone d'accueil, bien sûr, de triage, la première ligne, d'accord? À chaque fois, vous avez un triage selon la gravité, selon les maladies. Donc, soit le malade va être traité sur place et renvoyé, ou il va être hospitalisé pour un traitement spécialisé dans une section particulière, soit traumatologie, soit gynéco-obstétrique, soit pédiatrie, en fonction des besoins. Dans notre cas du séisme, il y avait surtout traumatologie et chirurgie infantile et chirurgie générale.
Il y a une zone, bien sûr, de soutien psychosocial. Il y a une zone de soins intensifs avec un bloc opératoire. Le bloc opératoire sert à ne faire que les interventions hyper urgentes. Il est là pour faire du damage control, tout ce qui est packing, tout ce qui est splénectomie et démostase, tout ce qui est chirurgie urgente. Il n'est pas là pour faire de la vésicule ou de la du hernie. Il est là pour faire de la chirurgie urgente, hyper urgente, notamment ce qu'on appelle le grand chapitre que vous connaissez de damage control. Il y a bien sûr une pharmacie mobile. Il y a un laboratoire, on a visité, ça a été fait dans le séisme. Il y avait une zone d'imagerie médicale avec une radiographie, radio standard, échographie et même un scanner mobile qu'on peut mobiliser pour ce genre de catastrophe. Bon, tout le reste, indispensable, notamment la morgue, les quartiers du personnel, le système d'énergie. C'est des systèmes qui bouffent énormément d'énergie, d'accord, avec le scanner, la radio, les installations locales qui sont parfois défaillantes avec la catastrophe, ils ont besoin d'une autonomie d'énergie. Donc, les rôles de ce PMCA, d'accord, donc c'est l'accueil, le triage, l'orientation des patients en fonction de leur gravité, de leur discipline, ils ont besoin de soit de chirurgie, de traumatologie viscérale, chirurgie pédiatrique ou d'une hospitalisation médicale. Ils gèrent les flux parce qu'il y a un afflux massif. Il y a des dizaines, voire des centaines qui vont venir sans rendez-vous. D'accord, c'est le cas. Les sapeurs-pompiers, les agents de la commune, les gens du Croissant Rouge, tout le monde ramène les familles. Tout le monde est prioritaire, il veut être traité. Tout de suite et urgent. Pour lui, c'est l'urgence. Il fallait faire le triage. Il fallait les stabiliser, d'accord? Donc, traiter les gens dans le cas des soins intensifs. Merci. D'accord? Donc, non, d'accord? Donc, la prochaine fois, on va mettre un... D'accord? Donc, les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires à la situation d'urgence, ils peuvent même surveiller les malades hospitalisés ou récemment opérés, parce qu'on opère dans les postes médicaux chirurgicaux avancés. Ils font aussi de la coordination et de la régulation avec les hôpitaux derrière, parce que ce poste médico-chirurgical avancé, il est là pour donner les premiers soins et envoyer vers les hôpitaux qui sont préparés à ce genre d'exercice pour traiter correctement ces patients-là. Donc il y a une communication avec une régulation qui va se faire avec les structures d'aval. Donc, il va gérer les évacuations médicales en fonction des priorités. D'accord? Donc, il y a des ambulances qui sont mises à disposition, qui vont être mobilisées pour des transferts en fonction du degré du transport. Est-ce que c'est un transport médicalisé? Est-ce que c'est un transport avec infirmier? Est-ce que c'est un transport qui est normal? D'accord? Avec les priorités, tout ça en coordination avec les hôpitaux et la régulation générale. Bien sûr, il y a le soutien psychosocial des patients, des familles et même du personnel travaillant. Parce que c'est une situation qui est stressante pour tout le monde et tout le monde a besoin éventuellement d'un soutien. Cette PMCA a aussi le rôle de communiquer. D'accord? Vous avez vécu les fake news. D'accord? Ça tourne, tout le monde peut publier. Parfois, des fausses informations qui peuvent créer des catastrophes plus. Donc là, le rôle des PMCA, c'est de communiquer aussi et de donner les bonnes informations. Et bien sûr, la prévention aussi secondairement. Donc, pour arriver, on a vu que ce poste médico-chirurgical avancé accueille des patients. Donc ces patients-là, ils sont recueillis sur le site où il y a le séisme, par des agents de relevage et de bancardage. D'accord? Généralement, c'est les gendarmes qui ont fait ce travail-là, avec les militaires et les sapeurs-pompiers. Donc, c'est trois, et le Croissant Rouge aussi. Donc, ils ont fait une action énorme. Pardon? Les familles. Plutôt les familles, d'accord. Donc, il y avait... là, on va parler de ce qui doit être fait, pas les familles, d'accord. On doit parler de gens formés.
Et on doit respecter certaines règles de relevage et de brancardage. Parce que ça ne doit pas se faire n'importe comment. Donc il faut que ces agents-là respectent tout ce qui est technique de secourisme et de gestion des urgences de base. C'est très important de relever, de transporter dans des conditions où ils garantissent l'intégrité de l'axe tête-cou-corps, d'accord, thorax, pour éviter de encore aggraver les lésions. Il y a des risques spécifiques aux situations, notamment du séisme. Il ne faut pas s'aventurer n'importe où, d'accord. Il faut être sûr que la victime, elle est protégée et le sauveteur, elle est protégé aussi. Il ne faut pas se faire comme des héros et se faire piéger dans des effondrements secondaires. Bien sûr, c'est des gens qui sont formés au préalable. Donc, ils doivent respecter certaines consignes, notamment, ils doivent être distingués des autres agents qui interviennent sur le terrain. D'accord, avec des gilets, avec des casques, avec des choses. C'est des sauveteurs. On peut les appeler, on peut les distinguer. D'accord, il y a plein de gens. Tout le monde veut aider. D'accord, les secouristes doivent être distingués des autres. Ils doivent à chaque fois évaluer la situation, n'intervenir qu'une fois la situation est sécurisée. D'accord, donc il ne faut pas être des X-Men ou des gens. Donc il faut rendre des comptes pour la coordination, notamment dans le cadre de l'évaluation des victimes. Ils doivent identifier les victimes, évaluer leurs besoins pour un transport et une priorisation. D'accord. Donc, on connaît tous et on a tous travaillé dans des situations d'urgence. Quelles sont les personnes qui font le plus de bruit, qui demandent à être secourues? C'est les moins graves. D'accord. Il a un petit truc, mais il est en train de crier et de demander sa priorisation par rapport aux autres. Les secouristes doivent secourir les malades les plus graves. D'accord. Ils doivent prioriser. D'accord. Parfois même, on nous demande de relever, de brancarder les décès. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Non, il faut les laisser en dernier. On va y revenir avec des codes. D'accord, donc ils doivent brancarder et traiter par les moyens de fortune, éventuellement, tout ce qui est garrot, tout ce qui est position, le secourisme niveau 1, d'accord, pour repatrier ces victimes vers le poste médico-chirurgical avancé, avec un équipement de relevage approprié. En assurant la stabilisation, bien sûr, ça c'est de base, le positionnement de la victime en fonction de son traumatisme, d'accord, et en protégeant le rachis cervical. Ailleurs, c'est marqué, aucun brancardage ne doit se faire sans collier cervical. D'accord. Chez nous, vous avez vu dans les photos, dans les capsules vidéo, comment se fait le relevage. Il faut respecter certaines règles aussi, notamment l'évacuation rapide. Il faut évacuer vite fait. D'accord. Il ne faut pas trop réfléchir. D'accord. On n'est pas là pour prendre en charge un patient. Donc c'est faire vite, mais de façon efficace, vers le PMCA, un poste médico-chirurgical avancé ou un lieu qui est plus sûr. Il faut communiquer. Il faut faire un bilan lésionnel initial de façon très très sommaire. D'accord. Donc un premier bilan qu'on doit transmettre aux gens de la régulation. Comme ça, ils vont se préparer à prendre en charge correctement ce genre de patient. Bien sûr, le soutien psychologique, d'accord, notamment avec les enfants. D'accord. Donc il y a des messages qui sont stricts qu'on doit passer lors des gestes de secourisme pour les enfants. Bien sûr, donc professeur Ramos, il est peut-être qu'il va nous dire un mot, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, il ne faut pas simplifier, il ne faut pas minimiser les sensations de douleur, etc., etc. C'est des choses qui sont très très importantes dans la prise en charge de ce genre de patients. D'accord. Et bien sûr, il faut respecter des droits individuels et collectifs. D'accord. Il y a la culture de la nudicité. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu à Hazard, initialement, lorsqu'ils avaient les moyens, à chaque fois qu'il y avait une victime qui sort d'une ambulance, que font les secouristes? Et ils les couvrent. Est-ce que vous avez fait attention à ça?
c'est systématique. D'accord? Et vous avez encore remarqué, lors des bombardements, que les femmes sont toujours derrière un homme. Il faut respecter. D'accord? Il y a une culture, donc on doit respecter. Bon, aux États-Unis, en Europe, on peut transporter une femme ou un homme nu, ça pose aucun problème. L'essentiel, c'est de le sauver. Dans certaines conditions, il faut tenir compte de certaines contraintes. C'est quelque chose de très important de respecter les croyances et les pratiques de chacun et les normes culturelles. Donc, on va faire un triage en catastrophe, vite fait, mais bien fait. On va localiser les victimes, déterminer ceux qui ont besoin d'une intervention urgente, et ça ne sert à rien de prendre et transporter ou de prioriser les moribonds. Ça ne sert absolument à rien, parce que dès que vous arrivez à la PMCA, le malade est déjà mort. Donc ça ne sert à rien de faire ça. D'accord? Donc, on va donner des codes, d'accord, sous forme de bracelets, d'accord. Généralement, ils sont déjà prêts, d'accord, qu'on va accrocher généralement sur le gros orteil, généralement, d'accord, qu'on va accrocher aux victimes avec un code couleur. Code noir, c'est terminé, c'est quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est en détresse vitale, on va le mettre en rouge. Ça, vous pouvez le trouver dans toutes les références. C'est un code qui est mondial. Le code jaune, c'est un malade qui est conscient, ne présente aucune détresse, mais il ne peut pas se déplacer. Donc, je vais le laisser en dernier. Et le vert, c'est quelqu'un d'indemne que je vais demander de quitter immédiatement les lieux. D'accord? Avec ses propres moyens. Et je ne vais pas me déranger. Donc, nous, on va intervenir sur le rouge. D'accord? Le noir, on va le laisser sur place. On ne va pas encombrer les ressources humaines et tactiques à notre disposition. On va s'intéresser au rouge. On va laisser en place les jaunes sur place avec un transport secondaire. Le temps qu'on priorise les rouges et les verts, on va les demander de ne pas faire les X-Men et les héros. On va leur demander de quitter immédiatement les zones, ce qui n'a pas été fait, avec risque d'accident secondaire. D'accord? Parce qu'on a eu des traumatisés crâniens, des polytraumes à J1, J2. D'accord? En essayant de fouiner dans sa ancienne maison, bon, il a eu un traumatisme crânien grave. D'accord? Bon, on a vu. Et je reviens à mon schéma général de la prise en charge, de schéma global de la prise en charge en santé de mon séisme. Donc, le PMCA, elle est là. D'accord? Lorsque il va recueillir, après brancardage et relevage, les victimes vers le PMCA, le poste médico-chirurgical avancé, il va commencer par le triage. Et je vous dis tout de suite que la moitié des décès surviennent dans l'heure qui suit l'admission dans le PMCA. D'accord? Généralement, c'est des lésions du système nerveux central, du rachis cervical ou des traumatismes crâniens graves. Ils vont mourir. Ça, on n'y peut rien. D'accord? On n'a pas de bloc de neurochirurgie. D'accord? On ne peut rien faire. D'accord? C'est des malades qui vont mourir. L'hémorragie, c'est jusqu'à dans un quart des cas. Le sepsis et les défaillances multiviscérales. Donc, à votre avis, on va s'attaquer à quoi en priorité? Bon, le traumatisme crânien, traumatisme du rachis cervical, je n'ai pas beaucoup de moyens pour les traiter. Je vais attaquer les hémorragies. C'est pour ça que, ben voilà, donc, on va attaquer comme priorité les hémorragies, et c'est à travers le traitement correct et de ces hémorragies, que je peux améliorer le pronostic de mes malades admis dans un poste médico-chirurgical avancé. Donc, je vais essayer de les stabiliser avant de les orienter vers un hôpital en aval qui peut mieux les prendre en charge, ou sinon, dans le cas extrême, faire du damage control, c'est-à-dire un geste hémostatique, soit un garrot, d'accord, soit une splénictomie, soit un packing hépatique. D'accord. Donc, pour ça, on utilise des scores, des schémas, d'accord, qui sont simples, qui sont utilisés fréquemment. Donc là, je vous présente le schéma qui est utilisé à travers le monde, pratiquement,
toutes les structures qui se respectent utilisent ce WHO Emergency Unit Form. D'accord, c'est une carte, une seule page. On trouve tout. État neurologique, respiratoire, hémodynamique, état clinique du patient. D'accord, je ne fais que cocher. Je coche. D'accord, je coche malade, amputé, fracturé. D'accord, l'état du pupille. Est-ce que j'ai un déficit ou pas? Les pupilles, comment ils sont? Le déficit. Je ne fais que cocher. C'est-à-dire que je n'ai besoin que de 2 à 3 minutes pour remplir le schéma et de transférer rapidement le patient vers un lit d'hospitalisation ou un centre hospitalier capable de prendre en charge en hospitalier ce genre de lésions. D'accord. Donc, pour transférer ce genre de patient, j'ai besoin de faire appel à un système qui va réguler tout ça. C'est la régulation médicale en temps de catastrophe. Je ne peux pas envoyer tout le monde. Je ne peux pas envoyer n'importe où. Parce qu'en aval, j'ai plusieurs unités, plusieurs hôpitaux où je dois connaître mes patients, l'état clinique et les offres de soins que présente chaque structure. Et bien sûr, la quantité. D'accord? Donc, je ne peux pas envoyer 5 malades heures vers un seul hôpital. 5 malades heures graves dans une heure, c'est-à-dire que je vais perdre 2 à 3. Je vais m'occuper de 2 et je vais tuer 3. D'accord? Je préfère envoyer toutes les 30 minutes que d'envoyer 5 à 6 par heure. Ça ne va faire que des décès avec préméditation. D'accord? Donc, toute cette régulation, ça va faire appel à un médecin régulateur. C'est la tête qui réfléchit, qui coordonne, bien sûr, avec toute une équipe derrière, qui va coordonner en fonction des données en temps réel, des lits d'hospitalisation qui sont disponibles et des moyens qui sont disponibles et en fonction de la plateforme de prise en charge disponible. D'accord? Donc, c'est une décision médicale qui doit être prise vite et de façon efficace. Bien sûr, bien réfléchi. Il ne faut pas surbooker des hôpitaux qui peuvent plutôt prendre les malades plus graves. Il ne faut pas envoyer des malades graves vers des petits hôpitaux. D'accord? Il ne faut pas envoyer des malades qui sont instables. Donc, toute une gymnastique qu'on doit faire pour apporter aux patients le juste soin, pas plus, mais sans perte de chance. D'accord? Donc, c'est une décision qui est critique, qu'on doit prendre en quelques secondes en fonction des données qu'on reçoit et des examens éventuellement qu'on a, ou l'examen clinique, comme ce qu'on a vu dans le cas de Terudent. Donc, cette régulation médicale, il y a plusieurs niveaux. Il y a une régulation qui est centrale, qui s'était faite au niveau de Rabat, d'accord, au niveau de la centrale, un niveau régional, mais aussi à chaque niveau local, il y a une coordination locale et tout ça est centralisé. D'accord. Donc, on va parler de coordination des soins médicaux. D'accord. On va aussi parler de la répartition des ressources médicales. On a besoin de médecins, de traumatos, il faut les répartir en fonction des besoins. Il ne faut pas envoyer, je ne sais pas, des médecins qui ne servent à rien, juste pour encombrer, et en vous en faisant bien, ils risquent de faire encombrer et de retarder la prise en charge. Donc il faut une bonne répartition. On avait besoin tellement de personnel paramédical, mais compétent. D'accord. Donc il fallait choisir les compétents vers les sites les plus critiques, et les autres, on peut les dispatcher dans les services d'hospitalisation, parce que tout le monde était volontaire, tout le monde voulait travailler, mais il fallait faire des choix tactiques. D'accord. Mettre les gens capables dans des sites critiques, et les autres, on peut les dispatcher n'importe où. On doit faire de l'évacuation médicale, on doit faire de la protection de la santé publique, bien sûr, d'accord, et beaucoup de communication, et bien sûr, tout en documentant tout ce qu'on fait, parce qu'il faut y revenir après, parce que c'est une catastrophe qui ne revient pas tous les ans. Donc, on doit avoir une base de données pour une meilleure expérience ultérieure. Donc, là, pour faire de la bonne régulation, parmi les moyens qu'on a, c'est le transport médical en temps de catastrophe. Donc là, on a utilisé les ambulances à fond avec plusieurs types. D'accord, il y a des ambulances médicalisées, non médicalisées,
avec infirmiers, avec médecins, avec tout. Donc il fallait jouer sur la qualité du transport en fonction de l'état du patient, en fonction de ses besoins. D'accord? Donc il fallait assurer une évacuation qui soit sûre, mais aussi rapide, avec des installations médicales appropriées. Pardon. Bon, il ne fallait pas faire n'importe quoi, donc il fallait envoyer le bon patient à la bonne structure. À leur admission donc, dans le PMCA, je suis toujours au niveau du poste médico-chirurgical avancé. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Donc je suis passé par le brancardage, relevage, puis après, je suis toujours dans le poste médico-chirurgical avancé. J'ai fait le dispatching, mais je peux faire donc, de la régulation et envoyer vers les hôpitaux. À ce niveau-là, au niveau des hôpitaux, en aval, c'est des structures qui sont habituées à prendre en charge ce genre de patients. D'accord? Donc je dois profiter de leurs moyens. Et ça va faire appel à une gymnastique de ce qu'on appelle le trauma system. D'accord? On va changer la configuration d'un hôpital qui fait de la médecine interne, de l'infectiologie, de la traumatologie, de tous les jours, de la neurochirurgie, en gynéco-obstétrique et en pédiatrique, on va le changer en un hôpital trauma system. C'est quoi le trauma system? C'est-à-dire que je vais mettre un circuit dédié, une plateforme, des équipes dédiées et des services dédiés pour assurer la prise en charge de ces malades qui sont traumatisés. D'accord? C'est ça l'idée, la philosophie du trauma system. Donc on va le prendre en charge, ce genre de patient, on va faire très attention à la première heure. On parle toujours de la golden hour. La golden hour, c'est l'heure où tout se joue. Toutes les cartes sont distribuées. D'accord? Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord? C'est là où on traite le choc hémorragique, c'est là où on a les meilleurs résultats. Au-delà, les chances de survie diminuent et la fréquence de la morbidité augmente et des incapacités et des handicaps. D'accord? Donc on va utiliser plusieurs artefacts pour arriver aux meilleurs résultats demandés. Donc ce trauma système, cette atmosphère dans ce qu'on a créé dans un hôpital pour prendre en charge ces malades de traumatologie, il va faire de la réanimation spécifique, que vous connaissez très bien, tout ce qui est hémodynamique, respiratoire, optimiser l'hémostase. On va utiliser des stratégies diagnostiques optimales. D'accord, c'est quelque chose de très important de hiérarchiser nos demandes d'examen paraclinique. D'accord, donc toujours vers les 25% de patients sauvables. Je vous rappelle qu'on est là devant l'hémorragie. C'est elle qui arrive en post-traumatique. D'accord, donc c'est le rouge. D'accord, donc tout pour une hémostase qui est adaptée. On va faire appel à des chirurgiens pour faire de l'hémostase, que ce soit des viscéralistes, des traumatos, des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens infantiles, des radiologues pour faire de l'artérioembolisation, tout pour faire de l'hémostase. D'accord, donc pour faire ça vite et bien fait, donc on a besoin de mieux le gérer. On va faire appel à certains principes. Et à chaque étape, on va demander le maximum. Qu'est-ce qu'on va demander à la régulation? On va lui dire d'évaluer le niveau de priorité selon le bilan transmis par l'équipe de secours, c'est-à-dire nous envoyer que les bons malades et les plus graves, et le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de nous inonder avec 20 fractures de fémur et arriver à la 50e patient avec un hémopéritoine suite à une fracture de rate. Vous allez le condamner. D'accord? Donc il faut envoyer le bon patient avec le bon timing, avec le bon ordre d'envoi. Tout ça, on va le demander à la régulation. On va déclencher des procédures d'évacuation qui sont adaptées. Je vais transférer les malades en fonction de leurs besoins, de leur situation, en fonction de la criticité de leur situation. Je vais envoyer le malade le plus grave par le SMUR, le malade léger, le fracturé, avec une ambulance normale. Et je vais informer, bien sûr, les installations sanitaires d'accueil pour qu'elles soient prêtes. Le deuxième principe pour mieux réussir notre mission, c'est le scoop and run.
D'accord. En situation de catastrophe, on n'a pas le temps de traiter les détresses sur place. Stabiliser et vite vers les structures hospitalières. C'est le système américain. Oubliez le système français. C'est un système qui est dépassé. Il ne faut pas rester 1 heure ou 2 heures pour traiter et intuber et ventiler et même opérer ou faire de la CEC. Ça ne sert absolument à rien dans nos hôpitaux. Il faut ramener le plus vite le patient vers une structure hospitalière. C'est ce qui va se passer même pour le transport préhospitalier. On va recours au centre hospitalier de proximité pour traiter les malades qui ont besoin d'un traitement urgent, d'un remplissage, d'une chirurgie urgence, d'un damage control. Il faut faire appel peut-être à un centre hospitalier de proximité avant l'évacuation vers un CHU, un centre hospitalier régional. D'accord. Il ne faut pas faire perdre des chances pour le patient. Il faut utiliser un... Donc il y a des chirurgies qui ont été faites premièrement à Terre-Oudens, puis après, secondairement, vers l'hôpital. On va faire en préhospitalier, on va faire des stratégies d'hémostase. D'accord. On va donner de l'hexacie. On va faire des stratégies de contention, on va utiliser des attelles, des choses pour ne pas aggraver, des colliers cervicaux pour ne pas aggraver les lésions initiales. On va lutter contre la douleur, on va faire du remplissage, c'est quelque chose de très important parce que, rappelez-vous, 25 des patients meurent par hémorragie. D'accord. Donc je peux sauver par un bon remplissage, je peux lutter contre l'hypothermie, je peux lutter contre les détresses respiratoires et neurologiques, notamment par une intubation, ventilation assistée avec protection des voies aériennes supérieures. Il y a quelque chose de très important à utiliser en préhospitalier, c'est le fast écho pour déceler les malades qui saignent dans l'abdomen ou dans le péricarde. Donc, je reviens en mon schéma. Je ne sais pas si vous me suivez, j'étais sur les lieux de la catastrophe. On a fait le relevage, brancardage vers le PMCA, avec toutes les prérogatives, et comment trier, comment prioriser. Et on a vu le rôle primordial de la régulation, et transportons le malade vers l'hôpital, une structure hospitalière. Une structure hospitalière doit être préparée. Par quoi? Par un plan. D'accord. On n'improvise pas dans les catastrophes. Le fait que je suis très très bien en médecine de ville ou civile, ça n'a rien à voir avec une situation de catastrophe. D'accord. J'admets, je ne sais pas, 10 à 15 patients graves par jour, ça n'a rien à voir avec 1500 à 2000 par jour. Je dois être prêt. Comment ça? Par un plan d'urgence hospitalier. Chaque structure hospitalière, Mourad, doit avoir un plan d'urgence hospitalier. On doit être briefé, préparé et formé. C'est un plan d'urgence qui est spécifique à chaque structure hospitalière, qui est déjà préparé, actualisé régulièrement. C'est un plan d'action où chacun doit connaître son travail et son poste. Lorsque je dis attention, plan d'urgence, tout le monde doit se positionner dans son poste pour une meilleure prise en charge. D'accord. Donc ce plan, il doit comprendre les éléments suivants. L'évaluation des risques. Je vais me dire que Agadir, c'est une zone sismique. Donc je dois me préparer à faire face à des afflux massifs de victimes de séisme. Je suis, je vais dire n'importe quoi. Anzar, qui est à côté, il y a des risques d'explosion de pétrochimiques, avec risques chimiques, brûlures massives, afflux massifs de malades brûlés. Je vais dire n'importe quoi, des attentats terroristes. Je peux avoir 100 de malades victimes d'explosion. Donc, je vais me situer là pour dire que mon hôpital doit recevoir ce genre de patients avec les moyens que j'ai. Et je vais nommer une équipe de gestion de crise qui doit être supervisée par quelqu'un qui a de l'expérience de la gestion et de management, avec identifiant les circuits des patients qui doivent être isolés des autres circuits. N'oublions pas que vous êtes une structure hospitalière et vous accueillez toujours les femmes enceintes qui accouchent, les enfants qui ont de la fièvre, qui convulsent, des appendicites, des péritonistes. On ne va pas fermer l'hôpital pour ce genre de patients.
on va les accueillir, mais on va identifier des circuits pour les victimes. On va établir un plan de communication, un plan d'évacuation en cas de catastrophe, parce que même l'hôpital Hassan II peut avoir des dégâts. Il peut être victime de séisme. Donc, il peut être ne plus fonctionnel. Donc, on doit préparer un plan d'évacuation des patients qui sont hospitalisés, les 500 ou les 600 patients. On doit avoir une stratégie d'évacuation de ces 600 patients. C'est écrit nulle part, malheureusement. On doit identifier les ressources médicales. Monsieur Flynn, docteur Flynn, docteur Flynn, il doit être à l'appel, au déclenchement du plan d'urgence hospitalière à son poste X. On va former le personnel. Il faut faire des exercices de simulation à grande échelle où il y a l'intervention des médecins, du paramédic, des administratifs, des gestionnaires. Tout le monde doit jouer le jeu comme c'est du vrai. Et bien sûr, il faut coordonner avec les autorités locales. Je reviens à dire que la santé, c'est même pas 5% de la prise en charge globale d'une catastrophe. On ne prend en charge que le volet santé. D'accord? Pour être bien, il faut tous les départements ministériels. Donc, cette équipe, donc, il va traiter et prendre en charge ce genre de patients qui sont graves, difficiles, par différentes équipes, chapeautées par un leader, un trauma leader, qui a une petite expérience de la gestion, de la prise en charge de ces traumatisés, avec toute une équipe pour optimiser la prise en charge, qui sont formés, bien sûr, avec des radiologues, des biologistes, tout le monde doit y être, bien sûr, avec des objectifs de réanimation qu'on maîtrise en cas de traumatologie. Donc là, j'ai partagé avec vous le schéma idéal de la prise en charge de catastrophes, notamment de séisme. Bien sûr, il y a certaines particularités du séisme, certaines particularités chez les patients, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le crash syndrome. Donc on en a eu quelques-uns, à peu près 9 patients qui ont été victimes de séisme. Donc le crash syndrome, c'est particulier à ce genre d'accident de séisme, c'est suite aux effondrements. Donc il y a une compression musculaire qui est intense, qui est durable dans le temps. Pardon? Exactement, parfait, parfait. Donc c'est une compression qui est intense et durable suite au traumatisme. Parfois on n'a même pas de fracture, c'est juste les masses musculaires qui sont emprisonnées pendant plusieurs heures. D'accord? Donc il y a plusieurs mécanismes. Exactement. On va voir tout de suite ça. D'accord. Donc ce crash syndrome, donc là à gauche, vous avez la cellule musculaire qui va être écrasée. D'accord? Et suite à la levée de la compression, ce qu'a dit notre collègue, il y a libération du contenu musculaire, notamment du potassium, du CPK, de la myoglobine, dans la circulation. Ce qui explique que c'est un malade qui est en train de parler avec vous, mais lorsque vous voulez le désenclaver, il fait un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. C'est pour ça que ce genre de patient doit être perfusé, alcalinisé avec un défibrillateur. D'accord? Je vais revenir au garrot. Donc, avant de faire l'extraction de ce genre de patient. D'accord? On l'a vu en direct, même à Gaza, c'est des gens qui sont en train d'appeler de l'aide. On les fait sortir, ils meurent dans les minutes qui suivent. Parce que vous avez la libération massive de potassium dans la circulation et ça fait des fibrillations ventriculaires et des arrêts cardiaques brutaux. Donc cette myoglobine, potassium, dérivé toxique qui va attaquer le cœur, d'accord, mais aussi les reins, entraînant une insuffisance rénale aiguë liée essentiellement à deux mécanismes. Il y a l'hypovolémie, parce qu'on c'est un malade qui a beaucoup d'œdème cellulaire, c'est les muscles qui commencent à avoir du volume, l'augmentation de la perméabilité pilaire, d'accord, mais aussi un manque d'eau, soif pendant plusieurs jours. D'accord. Ce qu'on a, c'est qu'on aura en plus
de l'hypovolémie, on a une toxicité directe de la myoglobine avec précipitation au niveau des tubules, ce qui va entraîner une insuffisance rénale aiguë. Au bilan biologique, ça c'est particulier au CRAS syndrome, on aura des CPK qui sont élevés, c'est typique de la myoglobinémie, de l'insuffisance rénale, avec de l'hypercalémie, de l'hypocalcémie, de l'hyperphosphorémie, et même des troubles de l'hémostase. Ça c'est typique, et on le traite comment? Par le remplissage précoce, d'accord, avant la décompression. C'est pour ça qu'on prend des voies veineuses malades en Sélévie, d'accord, sous les décombres. D'accord, il faut prendre une voie veineuse, commencer le remplissage avant de l'extraire. Il faut traiter l'hypercalémie et être prêt à la traiter. Et, le garrot n'est plus a priori indiqué, pour répondre à notre collègue, sauf s'il y a une hémorragie. C'est très discuté. On mettait un garrot systématique pour éviter le relargage du potassium. Maintenant, on n'en fait plus. D'accord, sauf si on a un saignement. Le traitement hospitalier par la suite va faire appel à des mesures de réanimation, d'accord, et même à l'épuration extra-rénale, comme c'est le cas chez nos patients victimes du séisme. Le traitement chirurgical, parfois, ça fait appel à des aponevrotomies de décharge, même des amputations. Et on a amputé quelques-uns à l'hôpital Hassan II. Il y a aussi la dimension réadaptation de la prise en charge des patients. Il n'y a pas que des os et des muscles et des reins. Il y a aussi des programmes de réadaptation qui doivent être proposés à ce genre de victimes pour accéder à leur autonomie, à leur réintégration secondaire. Ils sont passés par des moments difficiles, de stress. Il y a de la réadaptation. Il y a plusieurs intérêts, plusieurs dimensions, mais aussi de la prise en charge psychologique et sociale. Et professeur Ramos, il est là pour la détaillé. On passe par différentes phases après un traumatisme. D'accord, il y a une courbe typique après toutes les catastrophes. D'accord, il va la détailler. Donc, j'ai essayé de vous partager avec vous certaines informations parce que pour nous, c'est une expérience. Et la prochaine fois, d'accord, et la prochaine fois, est-ce qu'on va faire la même chose ou pas? Parce que ce qu'on a fait maintenant, c'est quoi? On est parti de rien. On est le vendredi soir, à 4 h du matin, 6 h du matin, et on a commencé à travailler. Qu'est-ce qu'on a fait? Sur Agadir, donc on s'est dit que ça doit être le centre de la prise en charge. C'est là où il y a de la réanimation. Et on a profité de notre expérience de la Covid, et on a préparé 48 lits de réanimation et soins intensifs. Respirateurs, moniteurs, personnel paramédical, des infirmiers anesthésistes, des urgentistes, 48 lits. La matinée, à 11 h, tout était prêt. Avec des lits, tout le matériel était nécessaire était prêt. On a préparé 2 services d'hospitalisation comme premier coup et avec un circuit qui est dédié. Nous sommes toujours à Agadir. Donc, tout le monde était mobilisé le samedi matin avec les équipes d'anesthésie et réanimation, les équipes de chirurgie, les équipes du SAMU, la radiologie. Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde qui a participé à cette prise en charge. Donc, neurochirurgie, chirurgie pédiatrique, viscérale, maxillofaciale, ORL, tout le monde y était. Et même le secteur privé, dès le samedi soir, il y avait mise à disposition de lits de réanimation en privé parce que tout le monde était prêt à aider, à donner un coup de main avec une prise en charge chirurgicale le cas échéant. On s'est déplacé à Touloudent et on a dit... avant de submerger et attendre les patients sur Agadir, ça sera peut-être tard ou mal fait. Donc, il y avait le déplacement à Touloudent où il y avait comme un poste avant-gardiste. Donc, voir ce qui se passe sur Agadir, le deuxième point d'accueil. Et là, peut-être qu'on va dispatcher mieux les patients. Et ça, donc, tout le monde était mobilisé sur Touloudent. Une mobilisation incroyable. Il y a des gens qui n'ont pas dormi pendant 48 heures à 3 jours. Sincèrement, c'était incroyable. Une mobilisation de tout le corps médical et paramédical de Touloudent, que je remercie à l'occasion. Donc il y avait la mobilisation de toute l'équipe, toutes les disciplines. Il y avait aussi des J3. Donc le dimanche, ils ont commencé. Le lundi à 14 h, ouverture de l'hôpital militaire avancé. D'accord.
je ne me rappelle pas des noms des douars, mais donc l'équipe, donc il y avait un PMCA, un poste médico-chirurgical qui est avancé, qui était installé. Tafengout, voilà. Merci. Donc Tafengout, donc il y avait le poste militaire avancé, où il y avait l'installation d'un premier poste médical vraiment dédié. D'accord. Donc la mobilisation de toute une équipe sur la région de Souss-Messa, avec pratiquement 160 médecins, plus que 540 infirmiers, des administratifs, du personnel de soutien, 24 sur 24. Remarquez la mobilisation de tout ce monde pour les premiers jours. Tout le monde n'était pas averti. On n'était pas averti qu'il y avait un séisme, mais tout le monde était au rendez-vous. Donc, en plus, il y avait l'institution de 3 postes médicaux avancés, donc dans les douars d'à côté, où ils faisaient un peu de triage, un peu de traitement de tout ce qui est pour éviter l'afflux de malades vers les centres hospitaliers. Et remarquez l'afflux au niveau de Taroudant, pratiquement 668 patients le premier jour, à gérer au niveau d'une structure hospitalière, c'est énorme. D'accord. 250 le deuxième jour, puis après 100. D'accord. Donc, le travail, le grand travail était fait les 3 premiers jours. Le samedi, dimanche et lundi. Gérer ce genre d'afflux pour un hôpital régional, ça a demandé beaucoup de logistique, notamment du bloc opératoire. Remarquez qu'il y avait des dizaines et des dizaines de chirurgies, 24 sur 24 sur les 4 blocs opératoires de l'hôpital de Taroudant. Donc, il fallait intervenir à ce point-là pour ne pas submerger l'hôpital et qu'il doit être prêt à accueillir les nouveaux patients. D'accord. Donc, il y avait institution d'un système de garde avec des médecins qui se sont déplacés d'Agadir vers Taroudant, comme ça, en avant-gardiste, pour essayer de protéger Agadir. D'accord. Et protéger Taroudant en même temps. Il y avait les équipes de SAMU avec des transferts. D'accord. Pratiquement, il y avait réalisation de 200 transferts sur les 4 jours. 200 transferts. D'accord. Pratiquement, c'était mobilisation de 7 ambulances de SAMU, 12 ambulances de santé publique, et 15 ambulances du privé et 12 ambulances du ministère de la Santé. Donc il fallait gérer toute cette gymnastique d'ambulances en fonction de la grade du patient, de sa gravité, parce qu'il faut transférer le malade de SAMU, le malade grave. D'accord. Et ne pas faire l'inverse. Et lorsque je veux une ambulance médicalisée, elle doit être prête. Non pas en route ou là sur Agadir. Il fallait coordonner tout ça. D'accord. Il y avait encore à peu près 70 transferts vers l'hôpital, de l'hôpital militaire vers Taroudant qu'il fallait accueillir aussi. Donc toute une gymnastique. Donc au total, le bilan, jusqu'au à peu près 16 septembre, pratiquement 5732 malades admis, traités dans les structures hospitalières, sur la première semaine, jusqu'au 16. Donc, du 8 au 16, 5700. Les cas de réanimation vrais, malades graves, c'était 56. Les soins intensifs, c'était 85. Les blessés, c'est 1191 qui ont regagné leur domicile ou dans les hébergements du ministère de l'Intérieur. Les activités chirurgicales, 314 les 8 premiers jours. Les privés aussi ont participé avec la prise en charge de malades en réanimation, mais aussi beaucoup de malades qui ont été opérés dans les structures privées. Le service de rééducation de médecine physique a participé aussi à la prise en charge parce qu'il fallait beaucoup de kinés, beaucoup d'orthèses, beaucoup de prothèses à proposer à ce genre de patients. Et aussi de la prise en charge psychologique. D'accord, avec le professeur Anamouzi et son service, qu'ils ont créé aussi bien au niveau de l'hôpital Hassan II qu'au niveau de l'hôpital de Taroudant. Bon, j'arrive à la conclusion. Pour nous, c'était une expérience. J'ai essayé de vous décrire brièvement une prise en charge idéaliste. Et on a exposé rapidement les données des victimes de Souss-Messa.
C'est une expérience pour nous, on doit en profiter. Et ça doit être un background pour instituer des protocoles, programmes, des ORSEC et des plans hospitaliers. C'est comme ça qu'on peut avancer. Il faut profiter de notre travail, de nos expériences pour un meilleur lendemain. Merci beaucoup.